Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. La dynamique du capitalisme et le KONDRATIEFF. Le Kondratief, une longue controverse. Gilles Raslet. Désigné selon le cas par les expressions de cycle long ou de mouvement long, ou encore de fluctuation, oscillation ou onde longue 4, le Kondratief est un champ de recherche auquel ont contribué de nombreux auteurs. Les multiples travaux qui lui ont été consacrés et les débats auxquels il donne encore lieu aujourd'hui tournent principalement autour de deux grandes questions soulevées d'emblée par N.D. Kondratief lui-même. Celle de l'existence proprement dite du Kondratief et de son articulation aux autres composantes de la dynamique économique, d'une part, celle de son interprétation théorique, d'autre part. Elles ont été au centre des préoccupations des chercheurs au cours des deux grandes phases du débat, auxquelles le Kondratief a donné lieu jusqu'à présent. Elles restent incontestablement d'actualité. Ni l'une ni l'autre de ces deux questions ne peuvent être considérées aujourd'hui comme tranchées. Concernant la question de l'existence du Kondratief et en corollaire, celle de sa nature exacte, à laquelle on s'intéressera plus spécifiquement ici, un aperçu rapide des travaux auxquels a donné lieu le Kondratief, bien que non exhaustif, permet cependant de conclure qu'il n'existe pas aujourd'hui de consensus entre les auteurs sur ce point. Les travaux de N.D. Kondratief publiés dans les années 1920 ont suscité un premier débat qui s'est prolongé jusqu'au début de la décennie 1940. Après un recul relatif de l'intérêt que lui accordèrent les économistes jusqu'à la première moitié des années 1960, le Kondratief s'est à nouveau trouvé au centre d'un débat de grande ampleur alimenté par la démultiplication des travaux contemporains auxquels il a donné et continue à donner lieu. Les résultats de ces travaux sont très contrastés, comme le sont également les conclusions des recherches qui se sont parallèlement attachées à préciser les relations existant entre le Kondratief et les autres composantes de la dynamique économique. La tendance séculaire, le cycle Juglar et le cycle Kuznets. 3. Le travail fondateur de N.D. Kondratief. Les premières recherches consacrées au mouvement long des prix et de l'activité économique précèdent celles de Kondratief lui-même. C'est en effet dès la fin du XIXe siècle que A.I. Elfand, alias Parvus, 1896, marxiste russe, formule l'hypothèse d'une succession d'ondes longues à tendance expansive et d'ondes longues de dépression économique. Après lui, différents auteurs aux références théoriques diverses réaliseront des travaux qui aboutissent à mettre en évidence l'existence de mouvements longs des prix et de l'activité économique, et en proposent des éléments d'interprétation. Ce sont plus particulièrement J. van Gelderen, 1913, et A. Aftalion, 1913. Mais il faut également citer K. Wicksell, 1898, M. Lenoir, 1913, Gilles Lescure, 1912 et 1914, repris dans 1933, G. Cassel, 1911, et V. Pareto, 1913. Mais les travaux de N.D. Kondratief marquent un tournant. C'est à partir de séries statistiques des prix couvrant la période 1770 à 1920, auxquelles il applique un traitement statistique particulier, que Kondratief établit l'existence d'un cycle long d'une durée comprise entre 47 et 60 ans. Les séries de prix qu'il utilise concernent pour l'essentiel des prix de produits de base, ce qui n'est pas sans poser problème et limite de facto la portée des conclusions qu'il est possible de tirer de telles séries, Bosrell et Raslet, 2001. Concrètement, à partir de séries de prix de gros, prix or, relatives à l'Angleterre, aux États-Unis et à la France, il établit l'existence de 3 cycles longs dont le dernier N' est pas encore achevé en 1920. Le premier va de 1789 à 1849, avec une phase de hausse des prix, la phase A du cycle long de 1789 à 1814, 25 ans, et une phase de baisse des prix, la phase B du cycle long, de 1814 à 1849, 35 ans. Le second couvre la période 1849 à 1896, avec une phase de hausse des prix de 1849 à 1873, 24 ans, suivie d'une phase de baisse des prix de 1873 à 1896, 23 ans. Le troisième débute en 1896 avec une nouvelle phase de hausse des prix qui se prolonge jusqu'en 1920, 24 ans, suivie d'une phase de baisse des prix. Il montre ensuite que d'autres séries statistiques évoluent en parallèle à celles des prix de gros.
taux d'intérêt, salaire de l'industrie textile anglaise, exportation et importation française, production anglaise de houille et de fonte, consommation française de charbon, production américaine de coton, production mondiale de fonte et de houille, etc. Certaines de ces séries ne font cependant pas apparaître de cycle long. C'est le cas de 10 des 21 séries qu'il étudie: production américaine d'acier, de laine et de sucre, consommation française de coton, production allemande de fonte. Précisons en outre que sur les 11 autres séries, 3 seulement couvrent un cycle et demi, et les autres à peine un seul cycle. Mais Kondrassiev ne se contente pas d'établir statistiquement l'existence du cycle long. Il en propose également une interprétation théorique, qui le relie aux caractéristiques mêmes du système capitaliste. Le cycle long est fondamentalement un cycle de l'accumulation du capital. La phase d'expansion du cycle correspond à la réalisation de grands investissements d'infrastructures. Ces derniers ont un effet stimulant sur l'ensemble de l'économie et poussent les prix à la hausse. Leur réalisation prend du temps et leurs répercussions sur la marche de l'économie sont durables, ce qui permet de comprendre que l'expansion puisse se prolonger sur une longue période. Mais ces investissements épuisent progressivement l'épargne disponible pour leur financement dont le coût, le taux d'intérêt, s'élève progressivement. Il s'ensuit finalement le retournement vers une longue phase de dépression, marquée par la baisse des prix et des taux d'intérêt. Au cours de cette longue phase de dépression, l'épargne se reconstitue progressivement, créant les conditions pour la réalisation d'un nouvel ensemble d'investissements d'infrastructures qui est à l'origine de la longue phase d'expansion d'un nouveau cycle. Dans les années 1920, les thèses de Kondrassiev furent largement débattues en Union soviétique, Garvey 1943, Makacheva 1993. Une majorité de participants au débat se rallia alors à l'idée que les fluctuations longues observables ne concernaient en fait que les grandeurs nominales, prix, taux d'intérêt, à l'exclusion des grandeurs réelles. Le caractère cyclique de ces fluctuations, avec l'idée de régularité et d'endogénéité des processus conduisant au passage d'une longue phase à une autre qui lui est associée, fut contesté, Trotsky 1924, tandis que leur existence était rattachée au jeu de forces considérées comme exogènes au système capitaliste, D.I. Oparin allant jusqu'à les relier aux variations de la quantité d'or en circulation, liées elles-mêmes aux fluctuations de la production d'or. Mais le débat déborda largement les frontières de l'URSS, et s'alimenta également des contributions d'auteurs occidentaux. Le marxiste de Wolf, 1924-1929, reconnaissant l'existence du mouvement long, avança la thèse selon laquelle celui-ci serait conditionné par la durée de vie du capital fixe. P. Rousseau, 1938, devait par contre émettre des réserves concernant l'existence supposée d'un cycle long des prix anglais au XIXe siècle. Se référant à son indice des prix des produits industriels principaux, il montre que la dynamique de longue durée des prix au XIXe siècle est dominée par un mouvement de baisse séculaire, avec la succession d'une baisse marquée des prix de 1820 à 1848, puis d'une baisse beaucoup plus faible, 0,13% en moyenne annuelle, sur la période 1853 à 1874 et finalement une nouvelle baisse marquée de 1873 à 1897. Pour J. Sirol 1942, le Kondrassiev ne s'observerait pour la France que dans les séries de prix et de production agricole, à l'exclusion donc des séries de prix et de production industrielle. Il rejoint ainsi sur ce dernier point J. Kuczynski 1934, pour qui il n'y a pas en France de Kondrassiev des prix et de la production industrielle. G. Garvey 1943, qui dresse un tableau des débats antérieurs et quant à lui, réservé sur l'existence du Kondrassiev, estimant en particulier que les séries statistiques utilisées jusque-là par les chercheurs concernent un nombre trop restreint de pays et des périodes historiques de durée trop brève pour pouvoir en tirer des conclusions assurées. Les décennies 1950 et 1960 marquèrent un certain reflux de l'intérêt porté par les économistes et les historiens à la problématique du Kondrassiev, à l'exception tout à fait notable cependant des travaux très importants de L.H. Duprier et d'autres chercheurs de l'Institut de recherche de Louvain, Neuf et de G. Humbert qui conclurent l'un et l'autre dans le sens de l'existence et de la généralité du Kondrassiev. S'appuyant sur l'ensemble de ses recherches antérieures, 1947-1959, et en particulier celles portant sur la période postérieure à la Seconde Guerre mondiale,
L.H. Duprier développa la thèse de la pérennité et de la cyclicité des ondes longues, en proposant une interprétation centrée sur le rôle des facteurs monétaires. G. Humbert, 1959, s'est plus particulièrement attaché à vérifier que les mouvements de longue durée des prix se retrouvent dans les séries de la production. Partant de l'hypothèse selon laquelle le rythme de croissance des séries de grandeur réelle les plus affectées d'un mouvement long devrait être plus élevé en phase A qu'en phase B du Kondrassiev, il a calculé les tendances exponentielles de ces séries pour les périodes correspondant aux phases de hausse et aux phases de baisse des prix. Sur 80 séries étudiées, la moitié se sont révélées en concordance parfaite avec le mouvement long des prix. Le consensus à propos de l'existence du Kondrassiev était cependant loin d'être réalisé. U. Weinstock, 1964, concluait ainsi de sa revue de la littérature consacrée au Kondrassiev que la réalité des cycles longs n'était pas établie statiquement, sauf pour les prix. 2. Le débat contemporain. Une seconde grande phase de recherche et de débat à propos du Kondrassiev, non close à ce jour, s'est ouverte à la fin de la décennie 1960. Dans le contexte de la crise économique durable, qui a affecté de manière ouverte l'ensemble des pays capitalistes industrialisés à partir du début des années 1970 et dont les signes précurseurs étaient apparus dès la fin des années 1960, le Kondrassiev a bénéficié d'un incontestable regain d'intérêt. Cela s'est manifesté par la multiplication des travaux statistiques et théoriques qui lui ont été consacrés. Ces travaux utilisent des séries statistiques souvent plus fiables que celles qui étaient disponibles auparavant, de durée plus longue, plus variée. Des séries de prix de différentes catégories de biens, de nombreuses séries de variables économiques réelles, de variables non économiques, démographiques, sociales, etc., concernant un plus grand nombre de pays. Ils utilisent des méthodes de traitement statistique nettement plus sophistiquées qu'antérieurement, comme l'analyse spectrale. Ils aboutissent cependant, comme au cours de la première phase de recherche et de débat des années 1920 à 1940, à des résultats contradictoires. Certains de ces travaux concernent plus spécifiquement l'Angleterre. Selon S. B. Saul, 1969, rejoint aujourd'hui sur ce point par nombre d'auteurs, l'Angleterre n'aurait pas connu au cours de la période 1873 à 1896 ce que toute une tradition d'historiens avait dénommé la Grande Dépression, et dans laquelle certains ont vu une phase B du Kondrassiev. Au-delà, il considère que les cycles Kondrassiev ne sont en fait qu'une illusion résultant de la succession fortuite des deux pics des prix et de l'activité économique générale de 1813 et de 1873. R. A. Church, 1979, conteste de son côté que les prix anglais aient évolué au XIXe siècle selon un cycle long de type Kondrassiev. Pour lui, la thèse selon laquelle la période 1850 à 1873 correspondrait à une longue phase de hausse des prix ne résiste pas à l'observation. Par ailleurs, la croissance de la production industrielle au cours de cette même période 1850 à 1873 a été inférieure en moyenne à celle des décennies 1820 et 1830, ce qui contredit le schéma du cycle long. D. S. Land, 1975, est également très réservé à propos de l'existence supposée du cycle long et en particulier du cycle des prix. Selon lui, l'évolution des prix en Angleterre de 1817 à 1896 est dominée par une tendance à la déflation qui n'est que très momentanément contenue au cours de la décennie 1850, du fait d'un afflux de métals précieux et de l'emballement du crédit, les prix rechutant cependant dès 1857 et demeurant légèrement orientés à la baisse jusqu'en 1873. La majorité des travaux contemporains portent cependant sur des ensembles de pays et de séries statistiques très variées, tout en aboutissant également à des résultats contrastés. C'est ainsi que pour Tekuczynski, 1978, les séries concernant des pays industrialisés auxquels il applique l'analyse spectrale ne confirment pas l'existence du Kondrassiev. A. Kleinknecht et H. Biechard, 1984, aboutissent à la même conclusion pour la période antérieure à 1890 à partir des séries de production industrielle de 7 pays industrialisés. Par contre, C. Van Evik, 1982, conclut de son application de l'analyse spectrale à des séries concernant la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Allemagne que l'existence du Kondrassiev semblerait vérifiée avant 1945 pour les prix mais non pour les variables réelles.
conclusion que partagent également H.D. Holstein et Eunewirth, 1982. Mais selon J. Reinders, 1990, qui reprend les séries de variables réelles de C. Van Evik pour le Royaume-Uni, production industrielle, PNB, volume des importations et des exportations, population et emploi, il serait cependant possible d'observer dans ces séries l'existence d'un Kondraciev depuis la fin du XVIIIe siècle. Hermès, 1992, établit également l'existence de fluctuations cycliques de longue durée de type Kondraciev dans diverses séries de production, monde et différents pays, États-Unis, France, Allemagne, Royaume-Uni, Danemark, Suède, etc., pour la période antérieure à la Première Guerre mondiale. L'application par H.J. Gerster, 1988-1992, de l'analyse spectrale à des séries de prix et de production de 16 pays, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne, sur la période 1800 à 1980, fait par ailleurs apparaître des fluctuations d', une durée allant de 31 à 56 ans dans les séries de prix, et de 27 à 35 ans dans une majorité de séries de grandeur réelle. J.P. Goldstein, 1999, qui utilise des séries du PIB de divers pays industrialisés pour la période allant du milieu du XIXe siècle, 1820 dans certains cas à 1995, établit l'existence pour ces pays, à l'exception toutefois de l'Allemagne, l'Autriche, la Norvège et le Royaume-Uni, avant 1900 pour ce dernier, dont longue d'une durée comprise entre 34 et 74 ans. S. Solomou, un 986A, un 986B, 1990, se référant à des séries de prix, de PNB, de production industrielle, de productivité et d'investissement, pour le monde et différents pays, France, États-Unis, Angleterre, Allemagne, qui couvrent la période 1856 à 1973, conteste par contre l'apostrophe. Existence du Kondraciev tant pour les séries de grandeur réelle que pour les séries de prix, tout en dégageant de ces séries un cycle de périodicité Kuznets. Selon E. Bosserel, 1991-1993, le Kondraciev se limiterait exclusivement aux prix et plus spécifiquement à ceux des matières premières. Dans divers travaux concernant la dynamique de longue période des prix au XIXe siècle en France, en Angleterre et aux États-Unis, nous avons par ailleurs montré que cette dynamique diffère sensiblement selon les groupes de produits considérés et que l'apparence d'une évolution à la Kondraciev semble limitée pour L', essentielle au seul prix des produits de base importés par ces trois pays, Bosserel, Jubénaud et Rasselet, 1995, un 997A, un 997B, 1999, 2000, Bosserel, Liva et Rasselet, 2002. Ajoutons qu'alors même que le débat à propos de l'existence du Kondraciev au cours de la période historique débutant avec la révolution industrielle n'est pas tranché, certains auteurs contemporains formulent l'hypothèse selon laquelle l'existence de mouvements longs de l'activité économique pourrait être antérieure à cette période. Selon des auteurs comme I. Wallerstein 1984, F. Hirsiller et Hermès 1984, J.S. Goldstein 1988, B.J.L. Berry 1991, J. Bouvier 1992, J. Boswell et M. Joya 1995, G. Modelski 1996, G. Modelski et W. R. Thompson 1996, des fluctuations de longue durée auraient rythmé le développement économique et social bien avant l'émergence du capitalisme industriel. Des ondes longues de type Kondraciev s'observeraient depuis le XVIe siècle selon I. Wallerstein et depuis 1495 selon J.S. Goldstein. G. Modelski et W. R. Thompson, 1994, font débuter les ondes K au Xe siècle en Chine. F. Hirsiller et Hermès, 1984, révèlent l'existence de fluctuations de longue période dans des séries de prises allemandes pour la période 1450 à 1790, et dans une série de la production de charbon au Royaume-Uni pour la période 1700 à 1950. M. Metzler, 1994, observe l'existence d'un cycle long d'une durée moyenne de 50 ans dans l'histoire économique du Japon pré-capitaliste et pré-industriel, 1600 à 1868. Pour T. Boswell et M. Joya, 1995, des ondes longues seraient observables dans le commerce maritime international entre 1500 et 1750. Selon C. Dasbach et Ali, 1995, le pouvoir d'achat de l'or en Angleterre ferait apparaître des fluctuations de longue période entre 1560 et 1800 tandis que pour J. Bouvier, 1992 page 164,
Les fluctuations longues ne sont pas propres à l'économie capitaliste, mais ont été repérées depuis le Moyen Âge. Ces auteurs rejoignent ainsi les conclusions auxquelles était déjà parvenu F. Simian, 1931, qui met en évidence des fluctuations infraséculaires des prix depuis le XVIe siècle en France, ou de L. H. Duprier, 1951, qui observe dans L'. Europe du XVIIIe siècle des mouvements longs des prix comparables à ceux du XIXe siècle, ainsi que G. Humbert, 1959, pour qui la période 1733-43e-1787 correspondrait à un premier Kondrassiev, avec un pic des prix atteint en 1770-73e. L'unanimité est cependant là encore, loin d'être faite. 3. Le Kondrassiev et les autres composantes de la dynamique économique. En liaison avec l'interrogation à propos de l'existence du Kondrassiev, différents travaux ont également soulevé explicitement la question de son éventuelle articulation avec les autres composantes de la dynamique économique. Le trend, le cycle Juglar et le Kuznets. La question des rapports entre le trend et le Kondrassiev a été soulevée notamment par L. H. Duprier, qui admet l'existence d'un trend séculaire des grandeurs réelles, mais conteste celle d'un trend séculaire des prix, estimant que le Kondrassiev est le plus long des mouvements de prix observables. G. Humbert, qui distingue lui aussi entre le trend et le Kondrassiev, explique que la forme et la durée de ce dernier sont influencées par le trend qui le sous-tend et le détermine. La relative brièveté de la phase de baisse des prix du troisième Kondrassiev, 1920-26e à 1932-35e, s'expliquerait ainsi par L'. Insertion de ce dernier dans un trend de hausse séculaire des prix, tandis que la faiblesse relative de la hausse des prix en France au cours de la période 1848-50e-1873 résulterait de ce que le Kondrassiev s'inscrit alors dans un trend séculaire de baisse des prix. Pour les prix français, G. Humbert distingue en effet un trend de hausse qui va de 1730-40e à 1808-1817e, suivi d'un trend de baisse se prolongeant jusque 1896, date à laquelle débute un nouveau trend de hausse. Les analyses de P. Docès et B. Rosier, 1983, rejoignent celles de G. Humbert. Le sens du trend séculaire, orienté à la hausse ou à la baisse, influence selon ces auteurs sur la physionomie du cycle long. La question des rapports entre le mouvement long des prix et le cycle Juglar fut soulevée, avant même les travaux de Kondrassiev, par A. Aftalion, 1913, pour qui le mouvement long des prix prolonge la durée de la phase du cycle Juglar orienté dans le même sens que lui et écourte celle de ce cycle orienté dans le sens opposé. Se référant à l'indice des prix anglais de Sowerbeck, Aftalion calcule ainsi que la durée moyenne des phases de crise et de dépression du cycle Juglar est de 6 ans, contre 2 ans seulement pour celle des phases d'expansion, pendant la longue période de baisse des prix 1873 à 1896. À l'opposé, la durée moyenne des phases de crise et de dépression du Juglar est de 2 ans et celle des phases d'expansion de 6 ans lors des deux périodes de hausse de longue durée des prix de 1849 à 1873 et de 1896 à 1908. N. D. Kondrassiev a corroboré les observations d'Aftalion et montré que les phases du mouvement long des prix influent sur la physionomie des crises économiques associées au Juglar. Celles-ci sont habituellement plus longues et plus intenses pendant les phases de baisse des prix du cycle long qu'au cours des phases de hausse des prix de ce même cycle long. L. H. Duprier, 1951, J. Ackermann, 1957, M. Niveau, 1966 et E. Mandel, 1982, aboutissent globalement à des conclusions identiques, tandis que S. Bowles, D. M. Gordon et T. E. Weisskopf, 1983b, distingue les cycles conjoncturels reproducteurs, associés aux longues phases d'essor du Kondrassiev, et les cycles non reproducteurs, associés aux longues phases de difficulté. Dans les cycles conjoncturels reproducteurs, la crise économique crée par elle-même les conditions du redressement du taux de profit et donc de la relance de l'accumulation du capital, ce qui n'est pas le cas pour les cycles conjoncturels non reproducteurs. À la suite des travaux de S. Kuznets qui avaient établi l'existence, pour les États-Unis et pour la période 1865 à 1925, d'un cycle d'environ 22 ans pour les productions et les prix, un débat s'est développé à propos des rapports entre le Kondrassiev et le Kuznets. Pour divers auteurs, ces deux mouvements sont antinomiques. Certains admettent l'existence du Kondrassiev en contestant celle du Kuznets ou en réduisant ce dernier à un cycle très délimité sectoriellement, le cycle de la construction et des transports, historiquement,
au mieux la période allant des années 1870 à la Première Guerre mondiale et géographiquement, un cycle atlantique limité à la Grande-Bretagne et aux États-Unis. D'autres, au contraire, nient l'existence du Kondratief et voient dans le Kuznets le cycle économique général le plus long qu'il soit possible d'observer. C'est en particulier le cas de S. Solomou, déjà évoqué, pour qui des fluctuations de type Kuznets apparaissent depuis 1850 pour la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis et l'Allemagne, dans les séries de la production, de la productivité, de l'investissement, de la rentabilité, des termes de l'échange sectoriel et des flux d'investissements internationaux. Si ces fluctuations se limitent à la période antérieure à 1913 pour la Grande-Bretagne et l'Allemagne, elles se prolongeraient par contre jusque l'entre-deux-guerres pour la France. Il estime en outre que si la période 1950 à 1973 ressemble beaucoup à ce qui pourrait s'interpréter comme la phase A d'un Kondratief, il ne s'agirait là que d'une phase unique et historiquement exceptionnelle. Pour d'autres auteurs, au contraire, le Kondratief et le Kuznets coexisteraient et s'articuleraient. C'est la thèse qu'ont défendue respectivement J. A. Schumpeter, 1939, et J. Ackermann. C'est aussi, plus récemment, celle de B. J. L. Berry, 1991, qui réduit le Kondratief à un mouvement des prix, en distinguant pour les États-Unis 4 Kondratief, 1789 à 1815-1844, 1844 à 1864-1893, 1893, 1920, 1954, 1954 à 1981. Il considère que le cycle Kuznets aurait perduré aux États-Unis après 1914, et il articule l'un à l'autre le Kondratief et le Kuznets en expliquant qu'un Kondratief inclut 2 Kuznets. Conclusion. Il ressort de l'ensemble des travaux qui viennent d'être évoqués une certaine indétermination quant à la question cruciale de l'existence du cycle Kondratief. Il n'y a pas de preuve statistique irréfutable de l'existence ou de l'inexistence d'un tel cycle, qui rythmerait sur la longue période le mouvement économique d'ensemble des pays capitalistes actuellement développés. À tout le moins, n'y a-t-il pas de consensus entre les auteurs à ce propos? Les principales conclusions auxquelles aboutissent selon le cas ces travaux peuvent en effet se résumer de la manière suivante. L'accord sur l'existence d'un cycle Kondratief affectant non seulement des grandeurs nominales, prix, taux d'intérêt, mais également des grandeurs réelles, production, investissement, consommation, etc., et dont la périodicité correspond à celle mise en évidence par N. D. Kondratief lui-même. Reconnaissance de l'existence du cycle Kondratief, et en particulier pour les prix, mais uniquement pour la période s'achevant selon le cas avec les années 1920 ou avec la décennie 1930. Reconnaissance de l'existence du Kondratief pour les mouvements de prix, éventuellement certaines catégories de prix seulement, prix agricole versus prix industriel par exemple, mais négation de cette existence pour les grandeurs réelles. Existence du Kondratief limité à une certaine sphère de l'activité économique nationale. Agriculture versus industrie. Reconnaissance de l'existence de fluctuations longues des prix mais selon un calendrier différent de celui proposé par N. D. Kondratief. Mise en évidence de fluctuations longues des prix ou de grandeur réelle mais en soulignant la très grande irrégularité de leur durée, difficilement réductible à une moyenne semi-séculaire. Négation pure et simple de l'existence d'un Kondratief, soit de manière générale, soit pour certains pays seulement. Négation de l'existence du Kondratief, mais affirmation de l'existence du cycle Kuznets. Si l'on est loin d'un consensus à propos de l'existence et de la physionomie du Kondratief, il en est de même en ce qui concerne le problème tout aussi controversé de son interprétation théorique. Les références des auteurs qui ont proposé une telle interprétation théorique sont très variées, avec cependant une forte représentation des courants hétérodoxes, marxistes, radicaux, institutionnalistes, néo-schumpeteriens. Ces diverses interprétations peuvent être classées en fonction du facteur unique ou principal d'explication du Kondratief mis en avant dans l'analyse: la monnaie, le changement technique, l'accumulation du capital, les conflits ou le changement institutionnel. Certaines de ces interprétations privilégient le jeu des facteurs monétaires en se référant d'une manière ou d'une autre à la théorie quantitative de la monnaie. G. Cassel, 1911, G. F. Warren et F. A. Pearson, 1935, R. Marjolin, 1941, L. H. Duprier, 1951.
Les fluctuations de longue durée des prix sont associées aux variations en longue période de la masse monétaire et plus spécifiquement pour le XIXe siècle, aux variations affectant la production de métals précieux, les phases de hausse des prix respectivement de 1850 à 1873 et de 1896 à 1913 étant reliées à la découverte et à la mise en exploitation au début de chacune de ces deux phases de nouveaux gisements d'or et ou d'argent, en Californie pour la première et en Alaska pour la seconde. D'autres mettent plus particulièrement en avant le rôle du changement technique, le Kondrassiev étant associé à la succession historique de grappes d'innovation dont les effets s'étalent sur une longue période. C'était en substance la thèse de J. H. Schumpeter, 1939, pour qui de telles grappes d'innovation suscitent une expansion durable de la demande de matières premières et de biens de production, et en premier lieu des industries innovatrices. Mais elle a été reprise avec d'éventuelles requalifications, par nombre d'auteurs contemporains comme G. Mensch, 1979, C. Freeman, 1979, J. Clark, C. Freeman et L. Soth, 1982, J. Van Duyn, 1983, A. Kleinknecht, 1990. Elle donne lieu entre ces auteurs à des débats de fond et de méthode qui portent par exemple sur les questions de l'identification et de la datation des innovations étudiées, et sur les déterminants de leur diffusion. D'autres encore font jouer un rôle central dans l'explication du Kondrassiev aux modalités selon lesquelles s'effectue l'accumulation du capital en longue période. Certains auteurs conçoivent le Kondrassiev comme un cycle long ou mouvement de longue durée de l'accumulation du capital et du taux de profit. P. Bocara, 1974-1989, L. Fonvieille, 1976, P. Doquès et Bérosier, 1983, E. Mandel, 1980-1982, I. Wallerstein, 1982, S. Bowles, D. M. Gordon et T. E. Weisskopf, 1983A, 1986-1990, D. M. Kotz, T. McDonough et M. Reich, 1994, etc. D'autres auteurs renouent plus spécifiquement avec la thèse de N. D. Kondrassiev lui-même qui insistait sur le rôle des grands investissements de base dans l'alternance des longues phases d'essor et des longues phases de difficulté. J. W. Forrester, N. J. Maas et C. J. Ryan, 1976, J. W. Forrester, 1977, D. M. Gordon, 1978-1980, C. Clark, 1984. Certaines mettent plus spécifiquement l'accent sur le rôle des conflits, qu'il s'agisse des conflits sociaux, Screpanti 1984, 1987, Gattei 1989, Lamke 1991, Silver 1992 ou des guerres. De nombreux auteurs soulignent en particulier le rôle des guerres en observant que les longues phases de baisse des prix des Kondrassiev qui se sont succédées depuis le XIXe siècle furent précédées de conflits armés importants, les guerres napoléoniennes avant la longue phase de baisse des prix 1815-1848-51e, la guerre franco-allemande de 1870 avant la longue phase de baisse des prix 1873 à 1896, la Première Guerre mondiale avant la longue phase de baisse des prix de l'entre-deux-guerres. Cette thèse, déjà ancienne, fut défendue par des auteurs tels que E. Wageman 1930, S. von Cyriaci-Wanthrop 1936, A. H. Hansen 1941, A. Rose 1941, N. J. Zilberling 1943, J. Ackermann 1957 et a été reprise plus récemment par des auteurs contemporains tels que W. R. Thompson et L. G. Zuck 1982 ou J. S. Goldstein 1985-1988. Une dernière catégorie d'interprétation met en avant le rôle des transformations institutionnelles. C'est en particulier le cas des auteurs qui forment l'école américaine de la structure sociale d'accumulation, Bowles, Gordon et Weisskopf, 1983-1990, Kotz, McDonough et Reich, 1994, ou de ceux qui se réclament de l'école française de la régulation systémique, Bocara, 1973. Mais c'est également le cas, par exemple, de P. Doquès et Bérosier, 1983, ou de C. Pérez, 1983. Avec des variantes, le Kondrassiev est alors interprété comme la traduction dans la dynamique macroéconomique de longue période de la succession de configurations institutionnelles du système capitaliste historiquement spécifique, désignées selon les auteurs par les expressions de structure sociale d'accumulation, stade et ou phase du capitalisme, ordre productif, paradigme technico-économique. Chacune de ces configurations particulières du système capitaliste suivant un cycle de vie qui l'a fait passer successivement par une phase de constitution,
puis d'épanouissement et enfin, de crise et de déclin. Il y a lieu de penser qu'un modèle théorique satisfaisant d'interprétation du Kondrassiev, sous l'hypothèse qui nous paraît acceptable selon laquelle, à défaut d'un cycle proprement dit, la dynamique économique de longue période des pays capitalistes actuellement développés ferait bien apparaître ce que l'on pourrait caractériser comme une évolution à la Kondrassiev, avec alternance de longues phases d'essor et de longues phases de difficulté de durée variable, devrait dépasser le caractère unilatéral des interprétations qui viennent des apostrophes. Être évoqué et chercher à associer plusieurs de ces éléments d'explication, lesquels apparaissent plus complémentaires qu'exclusifs et concurrents. Évolution de longue période des dépenses d'éducation et transformation du système économique. Louis Fonvieille, Sandrine Michel. Cette contribution s'inscrit dans le débat montant sur l'avenir du capitalisme. La connaissance, la manière de l'acquérir, son statut dans le progrès technique et la croissance économique focalisent de nombreux travaux. Nous pensons ici par exemple, à une partie des recherches développées dans le cadre des théories de la croissance endogène, à l'économie de la connaissance, au capitalisme cognitif. Le plus souvent, le rôle du savoir est associé au nouveau. Dans ce contexte foisonnant, notre approche mobilise la longue période en traquant moins le nouveau qu'en cherchant à montrer comment ce dernier monte dans l'ancien pour améliorer son fonctionnement jusqu'à le transformer. En économie, la transformation est un processus temporel. Elle permet de résorber les causes d'un blocage de la croissance en reconfigurant le système économique. Dans une crise, elle résulte d'une régulation dans laquelle les changements l'emportent sur les invariances dans la perspective d'ajuster les rapports de production au niveau de développement atteint par les forces productives. Les cycles longs constituent notre outil d'analyse de la conjoncture économique. Le retour à la croissance repose dans des modalités propres à chaque cycle long, sur le développement de formes sociales qui, bien que collaborant à l'accumulation du capital, lui sont antinomiques. L'éducation est l'une d'elles. Le développement périodique de l'éducation comme l'une des modalités de correction des blocages de la croissance finit par produire, au tournant de la Seconde Guerre mondiale, un changement qualitatif de la relation de longue période qui unissait ces deux termes. L'évaluation de ce changement est au cœur de cet article. La croissance dans des économies capitalistes développées, une analyse en termes de régulation. Au tournant des années 1970, avec le renouveau des travaux sur les mouvements économiques de longue période, le cycle a de plus en plus été considéré comme un processus de transformation des structures économiques. Nos recherches nous ont conduit à mettre en évidence les principales caractéristiques de la régulation structurelle du mode de production capitaliste depuis la révolution industrielle. Pour dépasser les contradictions inhérentes au développement de l'accumulation capitaliste, la régulation structurelle génère puis développe des formes sociales nouvelles. Le cycle long comme cycle de transformation structurelle. L'hypothèse rendant compte du cycle long, tant dans les aspects de réversibilité du mouvement que dans ses aspects d'irréversibilité, peut se résumer ainsi. Dans la phase ascendante du mouvement, le taux de profit élevé qu'autorisent les transformations structurelles opérées pendant la phase de dépression précédente favorise une accumulation rapide du capital. Mais en raison des niveaux élevés et croissants du taux de profit, cette accumulation est très peu sélective. Le système développe et généralise les nouveaux produits et les innovations mises au point pendant la phase de dépression précédente, sans stimulation forte pour ouvrir de nouvelles voies à la mise en valeur du capital. Le développement extensif du capital prend le pas sur son développement qualitatif. À mesure que les technologies nouvelles se généralisent, il devient de plus en plus difficile d'assurer le maintien ou l'augmentation du taux de profit. Dans ces conditions, le système accentue la pression sur les coûts du travail, notamment en recherchant des économies toujours plus importantes de travail vivant. Ces économies sont obtenues par des investissements de productivité, les innovations de procédés ou de développement de Mensch 1975 ou de Kleinknecht 1984, qui élève la dépense de travail passée sous la forme de moyens matériels et d'équipements pour économiser le travail vivant. Si la productivité apparente du travail vivant continue à progresser rapidement,
la productivité totale s'accroît de plus en plus lentement en raison du développement de tendances à la baisse de la productivité du travail passé. Ce mode de fonctionnement est porteur d'une contradiction croissante entre le capital et le travail, qui s'exprime à la fois dans l'évolution de la répartition du produit social, pression sur les salaires, et dans celle de la composition des forces productives, hausse de la composition organique du capital, début de croissance du chômage. Le fonctionnement du système développe ainsi des tendances à la suraccumulation de capital, définies comme un excès de capital mis en valeur par rapport à la masse de plus-value produite. Les crises conjoncturelles assainissent périodiquement le système sans pour autant empêcher la contradiction de s'approfondir. Ainsi, pendant un temps, une hausse des prix de plus en plus inflationniste et une pression accrue sur la force de travail permettent de masquer la suraccumulation et d'en différer les conséquences. Mais sur la fin de la phase ascendante, la poussée revendicative, les grèves, Siro 2002, les troubles sociaux et parfois la guerre entraînent la rupture de la structure de fonctionnement du système qui a atteint ses limites. Dans ces conditions, non seulement il n'est plus possible de faire progresser le taux de plus-value pour compenser la hausse de la composition organique du capital, mais les luttes sociales imposent même des reculs. Ce qui n'était que tendance à la suraccumulation se transforme alors en suraccumulation structurelle à l'origine d'une inversion du mouvement des profits. Dans un premier temps, le système réagit spontanément à cette nouvelle situation par des dévalorisations conjoncturelles du capital sous les formes, par exemple, d'une baisse des prix, de l'élimination des entreprises dont la rentabilité est la plus affectée par la hausse des coûts salariaux. Ce processus est à l'origine de la forte poussée du chômage qui caractérise le début de la phase descendante. Le système réagit ainsi par des mesures visant à réduire les coûts de production, en particulier en accentuant l'élimination du travail vivant, mais il réagit aussi en recherchant des économies de moyens matériels, notamment de matières premières et d'énergie. On observera que dans cette période, la réduction de l'emploi opère de façon sélective en éliminant surtout les travailleurs les moins productifs, notamment les plus âgés et les moins qualifiés. L'évolution de l'emploi renforce ainsi l'exigence d'une formation plus élevée, mais aussi l'exigence d'un système de protection sociale assurant des conditions de vie décentes aux travailleurs les plus âgés privés d'emploi. Cependant, l'élimination des entreprises de main-d'œuvre dans cette période et les efforts pour élever encore la productivité du travail ont pour effet de modifier la structure des forces productives restantes et d'élever encore la composition organique du capital. Ainsi, les remèdes apportés engendrent des cercles vicieux qui ne font qu'aggraver le mal en accentuant encore la suraccumulation du capital. En outre, la baisse de l'investissement, résultant de la crise et du ralentissement de la croissance, fait que la plus grande partie des profits, même en baisse, ne trouve plus à se réinvestir productivement. Cet excès relatif de capital cherche alors des issues dans la sphère financière, notamment dans la dette publique et dans la spéculation dont les prélèvements réduisent d'autant la rentabilité du capital productif. Dans le même temps, le système recherche des issues dans des transformations plus radicales. C'est le temps des innovations et des transformations sociales. Les néo-schumpeteriens ont montré que le nombre d'innovations de base augmentait sensiblement pendant la phase descendante du cycle long, la fréquence la plus élevée se rencontrant plutôt dans la seconde moitié. S'ils considèrent que ce processus prépare la vague d'investissement du début de la prospérité, ils ne se sont pas prononcés sur son impact sur la structure productive. À partir des résultats de l'enquête Charbon, Fontvieille 1989, nous avons avancé l'hypothèse que pendant la phase de baisse, le processus innovatif pesait dans le sens de la baisse de la composition organique du capital. C'est dire qu'en termes de productivité, il entraîne des économies de moyens matériels, donc de travail passé, supérieures aux économies de travail vivant. Ainsi, le processus innovatif tendrait de plus en plus à contrebalancer la tendance à l'élévation de la composition du capital, largement dominante au début de la dépression. Le taux moyen de profit intervient ici en tant que régulateur structurel du processus. Dans la phase de prospérité, les taux de profit élevés sont peu sélectifs en matière d'investissement. Ces derniers sont d'ailleurs considérés comme une source de nouveaux profits, et non comme une dépense. Les taux de profit élevés favorisent donc un type de développement de la productivité qui privilégie les économies de travail vivant. Au contraire,
Lorsque le taux de profit est en baisse, il a une action sélective sur l'investissement. L'incertitude qui pèse sur les perspectives de profit modifie le comportement des entrepreneurs en les incitant à rechercher de nouveaux produits ou de nouvelles techniques qui minimisent la consommation de moyens matériels et d'investissement dans l'ensemble de la structure productive. C'est en fait en incorporant plus de connaissances dans les processus productifs et les moyens de production que l'on obtient des économies de capital constant. La création de nouveaux produits ou de nouvelles technologies, leur mise au point et leur utilisation supposent une main-d'œuvre plus qualifiée avec de bonnes capacités d'adaptation. En termes de coûts, elles tendent donc à élever la valeur relative de la force de travail et renforcent sa position dans le rapport de production. Les innovations techniques appellent ainsi des transformations sociales qui offrent une réponse aux nouveaux besoins de la force de travail. Les nécessités internes au système technologique rejoignent dans une certaine mesure les aspirations des travailleurs et leur lutte pour la satisfaction de leurs besoins. Ces nouveaux besoins peuvent être satisfaits par des augmentations du pouvoir d'achat. Ce fut la solution dominante dans les années 1820 à 1850, quand il fallait développer une main-d'œuvre industrielle et l'arracher au monde rural. Ils peuvent être satisfaits par des formes de dévalorisation du capital interne aux entreprises, quand elles ouvrent des écoles ou construisent des logements pour leurs ouvriers. Dans d'autres cas, ils nécessitent la création d'institutions sociales nouvelles, publiques ou privées. Il en est ainsi pour l'instruction publique, les retraites, les aides à la famille, la protection de la santé, l'indemnisation du chômage, etc. Dans la construction du retournement du cycle vers la croissance, le financement des besoins nouveaux de la force de travail offre la possibilité de dévaloriser le capital suraccumulé tout en répondant à un besoin structurel. Des transformations profondes de toute la structure économique interviennent alors afin d'ajuster le volume du capital mis en valeur à celui de la plus-value effectivement disponible dans les conditions nouvelles de la répartition. Ces transformations résultent des luttes sociales entre le capital et le travail qui prennent une ampleur nouvelle sur la fin de la phase de baisse, Silver, 1988, Gattei, 1989. Elles sont, en même temps, le fruit des luttes entre les différentes fractions du capital, arbitrées en dernière analyse par la maîtrise du système technologique. La fraction du capital qui, par l'innovation, a su s'assurer la maîtrise du système productif, impose finalement ces conditions aux autres qui sont alors contraintes de fonctionner au taux de profit autorisé par la fraction dominante. Ainsi s'impose une dévalorisation structurelle du capital, qui ouvre la voie à une nouvelle phase ascendante de la conjoncture. Dans la croissance retrouvée, la dévalorisation structurelle induit une modification de la contribution relative des différentes composantes du capital dans le rapport de production. La pérennisation de cette nouvelle composition, plus efficace, devient une source de prélèvement permanent sur le surproduit. Avec elle, la dévalorisation devient donc une condition structurelle du fonctionnement économique. Au début de la phase de croissance, le processus de dévalorisation structurelle assure la monopolisation des profits en faveur de la fraction dominante. Ces taux de profits élevés lui permettent de relancer l'accumulation d'autant plus que les dépenses supplémentaires pour la force de travail ont créé les conditions d'une relance de la demande. Les cercles vicieux de la phase précédente se transforment alors en cercles vertueux, où l'accumulation élargie résorbe le chômage, stimule la demande, appelant en retour un nouveau renforcement de l'accumulation. Le processus ainsi décrit crée les conditions de la réversibilité des deux phases du cycle. Cette double réversibilité est interne au système dans son ensemble, avec ses dimensions économiques, technologiques, sociales et même individuelles. En outre, la réversibilité est ici un processus dialectique. Pour se réaliser, elle doit engendrer l'irréversibilité. Sur la fin de la prospérité, les luttes sociales et parfois la guerre rompent la structure de fonctionnement antérieure en remettant en cause la hausse du taux de profit. Sur la fin de la dépression, les contradictions développées ne peuvent être définitivement dépassées qu'au travers d'une nouvelle poussée des luttes sociales, en donnant naissance à des formes sociales nouvelles articulées sur une transformation profonde des conditions de la valorisation des capitaux. L'ensemble de ces transformations détermine une nouvelle étape du développement dans laquelle la structure sociale, c'est-à-dire l'ensemble des rapports sociaux de production, de circulation, de répartition et de consommation,
a été adapté à l'évolution des forces productives. Les caractéristiques permanentes, reproductibles, des cycles longs prennent la forme de transformations particulières au cours de chacun d'entre eux. Source Fonvieille, 1979-1987. B. Montée des formes antinomiques dans le processus de régulation. Dans les transformations périodiques du cycle long, chaque phase de dépression se traduit par un développement de formes sociales qui prennent en charge une part croissante de l'entretien, du renouvellement et du développement de la force de travail. Cette dernière est prise ici dans son sens le plus large, c'est-à-dire le salarié et sa famille, y compris lorsque celui-ci vient à décéder ou devient incapable de travailler. Les phases de prospérité se caractérisent au contraire par une stagnation de la part de ses dépenses, et parfois même par un recul relatif. Le tableau ci-après montre l'évolution relative de quelques-unes de ces dépenses exprimées en millièmes du PIB. Source: Cary 1999, Schilling 1995, Domain 1998, Remat 1997. La caractéristique commune à ces dépenses est qu'elles ne sont pas couvertes par le salaire, et qu'elles ne se limitent pas aux seuls salariés mais concernent la population dans son ensemble. Cependant, leur croissance pendant cette période reste essentiellement dictée par les besoins du système productif dans la mesure où elles élèvent la qualité de la force de travail. Elles contribuent ainsi à la solution des contradictions résultant de l'accumulation matérielle et du type de développement de la productivité qui la caractérise. Ainsi, chacune des longues phases de dépression se caractérise par une poussée des dépenses pour les hommes. Les progrès successifs de ces dépenses ont été analysés comme participants du processus de dévalorisation structurelle du capital. Leur rationalité sous-jacente est d'élever la qualité de la force de travail, en transformant sa valeur. Les différentes phases de l'élaboration théorique de ce processus conduisent progressivement à abandonner une approche des dépenses pour les forces productives humaines centrée sur la seule force de travail. L'objet nouveau qu'elle forme appelle une rupture conceptuelle, synthétisée dans la notion de développement des hommes. Année 1970. La dépense d'éducation analysée comme une dévalorisation du capital variable. Dans l'étude de l'État, Fonvieille 1976, le financement des dépenses sociales par la puissance publique a été assimilé à un prélèvement sur l'excès de capital suraccumulé semblable, quant au fond, à la construction d'écoles ou de logements par les compagnies minières dans les années 1820 à 1850, Vuillemin 1872, Fonvieille 1986b. Il contribuait ainsi à dévaloriser l'excès de capital et à faire correspondre le capital mis en valeur avec la plus-value disponible. Mais si une partie des coûts de production de la force de travail était prise en charge sur une dépense publique, elle n'entrait pas dans la valeur marchande de la force de travail. C'est pourquoi la notion de dévalorisation partielle du capital variable, avancée par Marx, 1894, page 120, a été reprise dans un premier temps. La diminution relative du capital variable, c'est-à-dire du salaire par rapport à la valeur de la force de travail, jouait ainsi comme une dévalorisation partielle du capital par rapport à celui qu'il aurait fallu engager si la production d'éducation avait fonctionné dans un cadre marchand dont les coûts auraient été nécessairement inclus dans le prix de la force de travail. Il est clair que le concept de dévalorisation du capital variable utilisé ici donne une vision unilatérale du processus. Plutôt qu'une dévalorisation du capital variable, le service d'éducation, rendu sur du capital dévalorisé, accroît la force productive, la valeur et la valeur d'usage de la force de travail. Le mécanisme de dévalorisation dans lequel entre la force de travail équivaut donc davantage à une non-répercussion du supplément de valeur procuré par l'éducation à la force de travail payée qu'à une perte de valeur de cette dernière. Par conséquent, la dévalorisation ne renseigne pas sur la cohérence de l'accroissement de valeur de la force de travail. Année 1980. La dépense d'éducation assimilée à une revalorisation de la force de travail. Le concept de revalorisation de la force de travail, Fonvieille, 1979, dialectiquement symétrique de celui de dévalorisation du capital variable, proposait de rendre compte de cette dimension essentielle du processus au cours duquel la force de travail acquiert une force productive plus élevée. Dans les débats des années 1980 sur le cycle Kondrassiev,
Il mettait l'accent sur l'importance des transformations de la force de travail en phase de dépression, là où les néo-schumpeteriens insistaient unilatéralement sur celle des moyens matériels engendrés par l'innovation technologique. Mais cette notion, pas plus que la précédente, n'explique la transformation de la valeur de la force de travail, et particulièrement son ouverture à une composante extérieure au capital variable de Marx. Dans l'esprit de ce dernier, quand il écrit le capital variable assure à la fois l'entretien et la reproduction de la force de travail. Le processus décrit par le double concept de dévalorisation, revalorisation de la force de travail, exprime le fait qu'une partie de l'entretien et de la reproduction ne passe plus par la forme salaire. Par conséquent, l'extension donnée dans ce cadre à l'éducation et à l'ensemble de la protection sociale au cours des longues phases de dépression, fait que l'idée de revalorisation de la force de travail, si elle prend effectivement en charge le supplément de dépenses réalisé pour les hommes, ne permet pas de décrire la transformation économique opérée. Bocara, 1989. Celle-ci prend la forme d'une structuration, à côté du capital variable, d'un ensemble de dépenses élevant la valeur de la force individuelle de travail, assise dans un premier temps sur du capital dévalorisé puis procédant par un prélèvement permanent sur le surproduit. La croissance en palier de ces dépenses témoigne de cela. Dès lors, cette partie de la valeur d'un individu se développe sans référence à la structure du capital et à la régulation dans laquelle entre sa mise en valeur. Elle conduit à élargir le concept en passant de la revalorisation de la force de travail au développement des hommes. Année 1990. La dépense d'éducation contribue au développement des hommes. Ce concept permet de prendre en compte le fait que les dépenses ainsi engagées, tout en étant de manière dominante, finalisées par l'usage de la force de travail, peuvent trouver d'autres utilisations. L'éducation, par exemple, ouvre sur la satisfaction de besoins culturels sans rapport direct avec le travail. Il en est de même pour la santé ou les retraites. C'est l'ensemble de la vie de l'homme qui est pris en compte, et plus seulement le producteur. Ce faisant, on réalise un saut épistémologique en passant de la régulation structurelle du rapport de production capitaliste à la régulation systémique du système anthroponomique, Bocara 1993b. Par conséquent, les dépenses pour le développement des hommes, sous la forme d'un capital dévalorisé, reviennent à créer ou à développer des formes sociales qui fonctionnent suivant une rationalité différente et contradictoire de celle du capital. La valeur affectée au développement des hommes par une dévalorisation structurelle doit être reproduite dans la reproduction générale de la force de travail, car elle garantit une part du surproduit acquis au terme du processus de production. Dans le même temps, cette valeur supplémentaire entre directement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.